Patrick Buisson, bonjour. Bonjour François. Ravi de vous recevoir pour ce nouveau portrait d'éléments. Vous n'en finissez pas de nous surprendre. Le conseiller du prince n'est pas seulement le prince des conseillers, il est aussi un grand historien. Avec La fin d'un monde, vous signez une somme impressionnante sur les années 1950, 1960, 1970. C'est un projet d'anthropologie intégrale, selon vos mots. C'est le premier volet d'un vaste diptyque qui s'annonce comme l'un des grands livres de notre époque. Le déclin et la chute de l'Empire du Père. C'est une enquête fleuve qui se lit comme un polar métaphysique, un polar anthropologique, un polar culturel. On en connaît la fin, bien sûr, mais la lecture n'en est pas moins haletante. Elle s'articule autour d'un suffixe meurtrier, déicide, régicide, parricide, populicide, car c'est le Père dans toutes ses incarnations possibles qui a été mis à mort, un meurtre en bande organisée. Et en fait, ces 1500 ans d'histoire qui sont liquidés en 15 années, de 1960 à 1975, les 15 piteuses qui furent une accélération des temps, doublée d'un changement de référentiel. Donc pour entrer dans le vif du sujet, cette fin d'un monde, eh bien on peut dire que votre livre c'est un peu comme une chanson de Brassens. Pourquoi? Parce que Brassens est un sacré anarchiste, un sacré bouffeur de curé. Il bouffait du curé dans toutes ses chansons, tous ses entretiens. Il n'empêche, on lui doit sans le latin la messe nous emmerde, sans les petits corbillards d'antan, les corbillards de nos grands-pères, les funérailles nous emmerdent également. Même les anticléricaux, au fond, ce qui était Brassens, sont inconsolables de ce monde qui a disparu. Il y a chez eux, chez vous, chez nous, une nostalgie puissante pour ce monde d'autrefois. Et j'imagine que c'est cette nostalgie qui vous a conduit à entreprendre une telle somme qui va paraître en 2 volets de 1000 pages. Si je n'avais été mu, cher François Bousquet, que par la nostalgie, j'aurais fait peut-être un roman ou un livre d'une autre nature. C'est vrai que c'est très prégnant parce que cette époque, je l'ai vécue, j'en garde un souvenir impérissable, mais ce n'était pas mon projet. Alors que la nostalgie soit présente à travers certaines évocations, à travers certaines figures, à travers certaines situations, oui, le stade, le bistrot, ce monde des années 50-60 qui a été celui de mon enfance, évidemment. Mais le projet n'était pas là. Le projet, c'était d'essayer d'aller à la racine de ce que nous vivons actuellement, c'est-à-dire du processus de décivilisation dans lequel nous sommes engagés. Alors, vous allez me dire que j'ai restreint la focale et que j'ai choisi 60-75 et que ça peut se discuter, que le mouvement est évidemment pour le désenchantement du monde et la sortie du religieux beaucoup plus ancien, j'en conviens. Ce que je voulais souligner, c'est mettre l'accent sur le phénomène d'accélération considérable qui se produit durant ces 15 années, de 1960 à 1975. Car au fond, une des objections que l'on fait souvent aux réactionnaires, c'est-à-dire ce monde, cet âge d'or que vous projetez dans un monde révolu, il était si merveilleux qu'en tout cas, il n'était pas si harmonieux puisqu'il s'est écroulé, il s'est effondré. Il a suffi finalement de peu d'années, une décennie, pour qu'il disparaisse. On oublie, et j'ai essayé de mettre l'accent là-dessus, et c'est une partie de l'originalité de mon travail, que l'État, que les intellectuels progressistes ont eu à leur disposition un outil comme aucun pouvoir n'a pu en disposer au cours de l'histoire. Aucun. Ça s'appelle la télévision. Voilà. Et la télévision, c'est plus de la moitié des foyers en 68. La petite lumière rouge du tabernacle est remplacée par la lumière bleue dans tous les intérieurs. C'est là où sont les saintes espèces, vous le dites fort bien, la messe n'est plus dite catholiquement, mais catholiquement. Et la comparaison n'est pas simplement un effet d'image de votre part, parce qu'elle renvoie à cette réalité, cette lumière bleue, elle remet en cause toutes les autorités. Elle déconstruit tous les magistères pour imposer en l'espace de temps sidérant, il n'y a pas d'équivalent dans l'histoire, un autre magistère qui ne rencontre, et là aussi il n'y a pas d'équivalent, aucune résistance. Le magistère de l'Église s'est heurté au cours des siècles à des résistances. Celui de la télévision, pendant 10 ans, va se dérouler sans aucune opposition. Voilà. Donc l'idée, c'était de comprendre pourquoi ce monde s'est défait, alors qu'il avait tenu, comme vous le dites fort bien, 1500 ans, à cette vitesse, sur quelle base, avec quel discours. Et pour ça, il a fallu évidemment aller aux sources. Et les sources très riches que j'ai trouvées, indépendamment des débats, des émissions, des magazines, Zoom 5 à la une, Dim Dam Dum, Les Femmes aussi, le magazine de Madame Eliane Victor, ce sont les feuilletons. Les feuilletons de 19h40, c'était l'élément de reformatage, de rééducation populaire.
bien plus puissant et bien plus attrayant que tous les camps de rééducation des régimes totalitaires. Et quel était le message qui était véhiculé? Les messages étaient toujours les mêmes. La mort du père, l'autorité paternelle. On brodait sur les vieilles thématiques, mais différemment que par exemple dans la presse du cœur. Hein. Le miroir aux alouettes, la fille qui montait en province dans la presse du cœur, elle connaissait l'échec, les revers, l'amant de passage qui la trahissait. Non, là, l'évasion à la ville, c'était la grande émancipation, c'était la désaliénation. On se coupait de tout ce qui vous conditionnait, la famille, le milieu, la province, le voisinage. Voilà, donc le miroir aux alouettes, mais un miroir aux alouettes heureux, qui réussit à la fille qui échappe à la province. Ce thème est exploité une dizaine de fois dans les feuilletons. Bien entendu, la place des femmes dans la société, le plaidoyer pour le travail féminin comme élément d'émancipation, c'est présent dans un feuilleton sur deux. Ouais, d'abord, dès les premiers temps, dès Yannick Aimé, dès le temps des copains. On est là en 61 62. Hein. Tout ça véhicule de nouveaux modèles, de nouvelles normes comportementales, une nouvelle structure mentale. Voilà. Et puis tout va avec. Vous voyez, par exemple, sur le deuil, même, qu'est-ce que peut avoir à faire la mort, qui est évacuée de la plupart des feuilletons, parce qu'évidemment, c'est une note qui renvoie à l'intemporalité du monde ancien, et donc elle est insupportable. Mais quand on l'évoque, c'est pour dire que faire le deuil, non, c'est pas bien, quoi. C'est une insulte au bonheur de la vie qui nous tend les bras, et c'est surtout faire une injure au bonheur des autres, des siens, de ceux qui vous entourent. On n'a pas le droit de s'arrêter, on n'a pas le droit de faire le deuil d'un proche. Pour le reste, évidemment, vous devinez, le discours est donné sur les relations sexuelles, sur tout ce qui... Moi, j'entends pas mon plan n'est ni un plan religieux, je ne suis pas théologien, ni un plan moral. J'essaye simplement de comprendre ce qui s'est passé, quels étaient les vecteurs de cette rééducation populaire, et surtout, qu'est-ce qui a servi à détruire cette vieille culture populaire qui, évidemment, englobait les mœurs. C'était un tout. Voilà. Et pour arriver à ce résultat en si peu de temps, il fallait un outil jusque-là inutilisé. Et inédit, la télévision, qui est un levier d'influence sur la culture populaire phénoménal, comme vous le dites. Et vous tordez le cou à un cliché. Le cliché d'une télévision d'État, d'une télévision gaulliste ou gaulienne ou orwellienne, avec Alain Pierrefitte qui vient au JT et qui régente en réalité l'information. Ça n'est pas du tout le cas. C'est déjà mais c'est encore une grande réussite de la mythologie de gauche, d'avoir construit cette image-là. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, je crois que c'est en 63, Pierrefitte vient au journal de 20h, qui est la grande messe télévisuelle présentée par Léon Zitrone, et il vient, ce sont ses mots, présenter la nouvelle formule du journal, plus dynamique, plus attractive, explicite, comme s'il était effectivement le patron. C'est vrai qu'il y aura un service gouvernemental de l'information qui sera constitué. C'est vrai qu'autour de De Gaulle, on se préoccupe de l'information, de la manière dont l'image du gouvernement est restituée auprès des Français. Mais on ne se préoccupe que de cela, avec effectivement un contrôle de l'information, mais qui va jusqu'à... En fait, c'est plus l'exercice d'une censure sur certains sujets qu'une impulsion. Je veux dire, il n'y a pas un directeur éditorial ou rédactionnel qui viendrait de l'Élysée et qui gouvernerait le journal de 20h. C'est le coup de fil, effectivement, du téléphone dédié de Pierrefitte sur son bureau pour dire « Non, s'il vous plaît, n'invitez pas un tel ou ne passez pas tel sujet », puisqu'on doit lui livrer avant 20h les sujets qui seront traités. Donc c'est une influence réelle, mais indirecte. Elle est en fait négative. Il s'agit de censurer ce qui déplairait au gouvernement. Pour le reste, toute la programmation, tous les réalisateurs sont à 95% des gens de gauche qui sont d'ailleurs encartés la plupart du temps au Parti communiste, que ce soit Marcel Bluval, que ce soit Stelio Lorenzi, que ce soit Santelli, à 90%. Roger Louis, qui fait les émissions sur l'agriculture pour l'ORTF, est un militant du Parti communiste. C'est le grand discours progressiste, hédoniste, émancipateur, qui vaut dans tout, y compris même dans la variété, si vous voulez, y compris. La variété avec... Alors là, ce qui est extraordinaire, c'est que ce sont moins les réalisateurs communistes qui sont aux commandes pour les émissions de variété que des progressistes acculturés, hein, qui subissent l'influence américaine. Alors c'est une autre espèce d'influence, mais qui va dans le même sens, c'est-à-dire qui contribue à détruire la vieille culture populaire. C'est un laminoir. Voilà, il y a de l'âme, et effectivement, pour les dramatiques, c'est le Parti communiste. Et pour le reste, ce sont des esprits progressistes, mais parfaitement cohérents et parfaitement homogènes. Hein. Alors, de temps en temps, il y a une faille dans les programmations. Je crois que Jacques Laurent a dû faire un documentaire pour le RTF. Alors donc, les gens de droite se disent « Ah, c'est formidable, c'est le pluralisme ».
Ce qui se noue dans La fin d'un monde, hein, donc 1960-1975, pendant 15 ans, c'est 15 piteuses, hein, le multiple commun à tout ce qui se passe, à cette révolution anthropologique, hein, qui est votre sujet, c'est la question du père. Hein, père avec un P majuscule, hein, et on va aller au-delà, c'est le meurtre du père, hein, à tous les échelons. Le meurtre de Dieu le Père, du pater noster, c'est le meurtre du pater familias, on va en parler. Donc c'est cette liquidation de la figure du père qui semble avoir été le principal frein, le principal obstacle, hein, à la libération des désirs, à l'avènement de la société de consommation, de l'hédonisme de masse. Hein. Donc tout se joue. Alors la question du père, vous allez nous en parler, en fait c'est quand même de la longue durée. Vous avez pris l'habitude de dire dans d'autres livres, hein, qu'on coupe la tête du roi en 1793. C'est Balzac qui le dit. C'est Balzac qui le dit, mais que la traduction juridique, hein, du meurtre du père, hein, le régicide, hein, mais 200 ans à advenir. Hein. Elle advient en 1960, autour de 70. Hein. Mais il n'empêche, tout se joue autour de cette question du père. Hein. Alors, oui, François Bousquet, vous ajoutez dans votre papier que j'ai lu dans Éléments, qui est à tous égards remarquable, et évidemment, c'est un papier qui invite l'auteur à réfléchir et à travailler même sur ce qu'il a fait. Il est extrêmement fécond pour moi, et je vous le dis non pas par flagornerie ou flatterie, mais tout simplement parce que pour un auteur, c'est très précieux. Vous allez plus loin, vous dites, au-delà du meurtre du père, il y a un phénomène, un processus de désinstitutionnalisation. Alors là-dessus, moi, je voudrais apporter, non pas des correctifs, mais des nuances ou des pistes de réflexion. D'abord, le meurtre du père. Oui, alors c'est une banalité, je raconte toutes les phases qu'a revêtu ce processus. Oui, c'est vrai, il commence sur le plan religieux, et il se décline dans la société. Avec cette particularité, c'est que ça tient jusqu'aux années 61-62. Vous voyez, moi, ce qui m'a frappé, c'est que quand on regarde les chiffres de l'insoumission, des désertions pour la guerre d'Algérie. Allez, la guerre d'Algérie, c'est toujours le père qui envoie le fils à la mort. Hein. C'est le vieux règne de la figure du père qui a suffisamment d'autorité pour exiger du fils l'impôt du sang. Désertion et insoumission. J'ai eu la thèse d'un universitaire breton de gauche qui est en sympathie tout à fait avec les déserteurs et les insoumis. C'est dérisoire. C'est même largement inférieur, par exemple, au conflit antérieur. C'est dérisoire. En revanche, il se produit quelque chose à partir de 65 et à l'approche de 68. C'est que le monde des jeunes, le monde étudiant qui est toujours sujet à la conscription, mais qui est plus envoyé sur une ligne de front, il n'y a plus de guerre d'Algérie, adopte une vision totalement différente et très bien résumée, si vous voulez, par cette formule que je crois de Georges Fourest parodiant un classique célèbre, qu'il est joli garçon, l'assassin de papa. Voilà. C'est une génération qui s'éprend des Bodoïs vietnamiens, des Djounoud algériens rétrospectivement, alors que la génération qui s'est battue en Algérie n'était pas du tout dans cet état d'esprit. Le meurtre du père accompli par le tiers-monde, c'est le fantasme absolu de cette génération. Et on le voit poindre à partir, curieusement, il y a un effet d'hystérésiste, un effet retard, 5-6 ans après la fin de la guerre d'Algérie, dans la génération des piétons de mai, la mienne, celle qui va faire mai 68. Et évidemment, moi, j'étais de l'autre côté de la barricade, mais c'est ma génération. Moi, j'ai effectivement, en 68, j'ai 19 ans. Le 19 avril, j'ai 19 ans. Voilà. Et je suis en première année de fac, et non seulement j'assiste, mais j'essaie d'être acteur de tout cela dans la mesure de nos faibles moyens. Oui, il y a ce mouvement qui devient très puissant du tiers-mondisme qui s'empare. Et le meurtre du père, c'est la revanche de l'homme de couleur, finalement, sur la figure archétypale et divine de l'homme blanc qu'on va liquider. Avec autre chose, et là on rentre sur votre considération sur la désinstitutionnalisation. Moi je dirais plutôt que c'est l'aboutissement du processus de démocratisation. Il ne touche la sphère politique jusqu'à présent, jusqu'aux années 50, mais il gagne la famille à partir des années 65-70. C'est toute la législation mise en place par des gouvernements de droite qui vont déconstruire l'autorité paternelle. La loi de 70 sur l'autorité partagée, l'autorité parentale conjointe, la loi qui donne les mêmes droits aux enfants naturels, aux enfants adultérins qu'aux enfants légitimes. Tout ça, c'est l'œuvre de la droite, avec parfois d'ailleurs un garde des Sceaux réputé pour être le plus à droite de l'époque, Jean Foyer. C'est Jean Foyer qui nomme le doyen Carbonnier, qui est le maître d'œuvre, qui est protestant, qui est libéral, qui est le maître d'œuvre de tout ce détricotage. C'est-à-dire que
au-delà même de la désinstitutionnalisation, c'est la démocratisation de la famille. Le troisième temps sera l'assaut de la démocratie contre l'entreprise. Ça va être plus difficile, ça va être beaucoup plus long, mais la citadelle famille est démocratisée, c'est-à-dire que le pouvoir du père est évacué au profit de l'épouse et de l'enfant à partir des années, sur le plan législatif, à partir du début des années 70, dans la réalité, ça commence à prendre vraiment forme vers 73-75. Et il y a un autre phénomène, c'est qu'effectivement, en plus, d'une certaine manière, les parents, et ça, c'est dans votre questionnement, il est très intéressant, c'est que le meurtre du père est aussi, d'une certaine manière, accompli par les pères. Oui. Il est accompli par les pères de la manière suivante, et ça, c'est Paul Lyonnais qui le raconte très bien dans son essai sur le recul de la mort. C'est que cette génération, la génération de nos parents, les miens, de la génération du baby-boom, eh bien, elle répercute cette atmosphère euphorisante qu'est celle de l'augmentation de l'espérance de vie, des progrès de la science, donc du recul de la mort, du recul de l'âge de l'espérance de vie, qui va créer une génération, j'allais dire, prométhéenne, à qui omnipotente, omnisciente, à qui tout est promis, ma génération, celle de mai 68, et qui effectivement, pour qui l'autorité paternelle n'aura plus aucune signification, puisque rien ne peut lui résister, il n'y a rien au-dessus d'elle, c'est le mot de génération antigénéalogique est parfaitement exact, c'est la génération de l'auto-engendrement. C'est la première génération de l'auto-engendrement. Dans l'histoire, c'est la première. Donc, effectivement, moi je dirais plutôt démocratisation. La deuxième lame du rasoir démocratique, c'est les années 65-70 avec la législation sur la famille et la destruction de l'autorité du père. Alors c'est vrai qu'après, cet aspect, la révolte la dimension anti-autoritaire de la révolte est patente avec effectivement la traduction en France et l'édition des œuvres de Wilhelm Reich et de la mise en cause de la famille comme la cellule réactionnaire de l'oppression sexuelle avec comme mot d'ordre abattre la source, le principe de l'autorité qui est le père dans la famille. C'est donc l'objectif politique est là. Il est clairement exposé par Reich et repris par tous ces épigones, parmi lesquels j'ai lu ça avec beaucoup d'intérêt. Je lui ai dit d'ailleurs un ouvrage chez Maspero de mon excellent confrère Michel Field, et qui a commenté ce livre en me disant qu'est-ce que j'ai pu écrire comme connerie quand j'étais jeune. Écoute, je te confirme, rétrospective. Bon. Comme toute sa génération. Et donc, le thème, c'est la sexualité comme force libératrice et destruction de l'autorité paternelle. Hein, voilà. Et dans ce grand drame, collectif autour du père, donc d'un meurtre presque ritualisé du père, enfin pas ritualisé, parce qu'on va détricoter également les rituels. Et j'y viens. Les gens, le corps institué qui a sifflé le début de la partie, étonnamment, c'est l'Église. Hein. C'est le vicaire du Christ installé sur le trône de Pierre à Rome. Hein. Donc c'est la loi du Père avec un P majuscule, hein. Pater Noster, hein. C'est Vatican II, chronologiquement, est la premier jalon, la première grande étape hein, du détricotage hein, que vous analysez. C'est un autre axe de mon livre, c'est de montrer que le monde ancien était liquidé par ceux qu'en étaient les dépositaires et les gardiens. Historiquement, philosophiquement, spirituellement, ils ont été les fourriers, les courtiers du monde nouveau. De Gaulle dans l'ordre politique, c'est indiscutable. Quelque image qu'en aient ses partisans. Mais d'ailleurs, pour les plus intelligents d'entre eux, ils n'en sont pas dupes, puisque Clavel, après 68, dit à De Gaulle, dans une apostrophe célèbre dans Combat, article que j'ai retrouvé, la marchandise était de consommation, mon général. Nous n'avions pas besoin de vous pour cela. Nous n'avions pas besoin de vous pour cela. Voilà. C'est terrible le mot de Clavel. Combat 69. Bon. C'est pour ça que je dis que c'est les pères hein, qui ont tué les pères. Et pas seulement les fils. Je veux dire, on ne peut pas étendre à l'ensemble de la société la position des pères conciliaires ou du père qui est au pouvoir. Voilà. Certains ont effectivement collaboré à cette destruction, mais beaucoup d'autres ont résisté. Beaucoup d'autres ont résisté. Dans ma propre famille, dans mon entourage, et dans les milieux populaires singulièrement. Quoi. Dans les milieux populaires, il faut regarder d'ailleurs la filmographie de l'époque. Il y a un film qui s'appelle Terrain vague, qui doit être tourné, si je ne m'abuse, je ne voudrais pas dire de sottise, mais un peu avant 68.
Sévim Terawak, c'est une bande de blousons noirs, c'est un sujet à la mode en banlieue. Eh bien, on y voit encore ce grand rituel qui perdure jusqu'avant 1968 du fils d'ouvrier qui vit à la maison, qui rapporte sa paye au père. Et c'est encore, dans toutes les histoires de la famille, à travers les études qui ont pu être faites, les études sociologiques, je suis tombé sur des trucs absolument étonnants à force de chiner. Et finalement, on trouve tout dans les foires et les brocantes, aussi bien que dans les bibliothèques. Et on voit que dans 2 cas sur 3, avant 68, le fils ouvrier qui a commencé à travailler à 15 ans, 16 ans, il remet encore l'intégralité de la paye au père qui lui ristourne son argent de poche, quoi. Donc on ne peut pas dire que ces pères-là aient collaboré à la désinstitutionnalisation. Et ça tient encore debout avant 68. Ça tient encore debout avant 68. Alors sur le fond, vous avez raison, et ça je crois que c'est la grande leçon, mais une leçon dont on a le sentiment qu'elle que même administrée avec force exemple et qu'elle ne servira pas à grand-chose, c'est qu'effectivement, expliquer à la droite qu'elle est responsable de ce qu'arrive aujourd'hui, ça nécessite d'avoir de la patience, de la constance et de la persévérance, et puis surtout une grande foi dans l'intelligence humaine qui trouve parfois malheureusement ses limites quand on a certains interlocuteurs. Bon. Mais la réalité est là. Et oui, vous avez entièrement raison. Dans l'antagonisme entre le marché et le sacré, on peut faire remonter à 45 000 ans, parce que je veux dire, le conflit ne date pas d'hier. Les choses se précipitent avec la révolution consumériste, parce qu'on est sur un autre ordre de grandeur, un autre plan, mais ce n'est pas la main invisible du marché qui a raison du sacré. C'est l'Église, et non une partie du clergé. C'est un livre qui est évidemment un petit peu anticlérical parce qu'il est sans complaisance à l'égard du bilan laissé par ce clergé. C'est en cela que je suis un admirateur de Brassens, mais vous avez raison, je veux dire, Brassens ne retrouvait plus ses marques à travers ce clergé-là, il l'a rappelé à son ordre historique et je veux dire philosophique, c'est extraordinaire, c'est que finalement il aurait voulu siffler la fin de la partie en disant vos grimaces ne sont plus dignes de ce que nous haïssions en vous, quoi, et nous rejetions en vous. Oui, c'est ce clergé qui a procédé, parce qu'il faut bien comprendre d'abord que son recrutement, indépendamment de l'herméneutique du Concile et l'interprétation conciliariste faite des travaux du Concile par le clergé de France, c'est indiscutable. Mais indépendamment de ça, le recrutement sociologique a changé. Le petit séminaire qui fournissait 70% des effectifs de la prêtrise d'origine rurale, petit puis grand séminaire, mais petit séminaire c'était pour les fils de paysans le moyen de faire des études, quoi. Voilà, partout, notamment dans l'ouest. Julien Sorel, hein. Ouais, dans l'ouest de la France, mais partout ailleurs, par la création des CEG et des CES, qui vont constituer qui vont vider les petits séminaires. Et le recrutement de fait du clergé, indépendamment du fait que les vocations s'effondrent, et il y a des raisons objectives sur lesquelles je reviens dans cet ouvrage, le recrutement sociologique change. Et c'est vrai qu'ils sont issus la plupart du temps d'un peuple qui a accédé à la petite bourgeoisie. Bon, il en est au premier stade. Et le réflexe historique, je veux dire anthropologique du petit bourgeois, c'est celui qu'a décrit par exemple Victor Hugo, c'est que quand on sort du peuple et qu'on devient un petit parvenu du pouvoir ou du savoir, on veut tirer l'échelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas de préoccupation plus urgente que de mépriser ou de détruire la culture dont on est issu, c'est-à-dire une culture populaire. Et c'est bien ça qui va guider le bras séculier de ces jeunes vicaires dans les années 60-65. Ils n'y comprennent rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils comprennent? Aux saints guérisseurs, aux fontaines miraculeuses et aux rogations. Leur culture est une culture urbaine. Elle est totalement déconnectée de ces réalités-là. Alors certes, ce sont des arrière-petits-fils de paysans, mais il y a 2 générations qui ont passé. Donc ils ne comprennent rien à ça. Et comme aujourd'hui, il y en a 4 ou 5 générations qui sont passées, les gens ne savent plus ce qu'était ce christianisme populaire. Est-ce que vous pouvez en toucher un mot pour rappeler ce qu'a été la foi il y a 50 ans? Eh bien, moi qui ai 50 ans, pour rappeler, moi j'allais à des pèlerinages mariaux avec mes grands-parents, ma grand-mère m'y traînait. C'est fini quand je parle. La force du catholicisme, c'est d'avoir réussi cette hybridation avec le paganisme. La supériorité, c'est la faiblesse de le croire historique du catholicisme, c'est avoir ajouté une dimension d'espérance, c'est une religion du salut, le jugement dernier, la résurrection des corps, la rédemption. Bon, mais intelligemment. Et Danielou, le cardinal Danielou, qui est le seul à comprendre ce qui se passe, écrit un bouquin formidable qui s'appelle L'oraison, problème politique. Et il explique que le paganisme, c'est le fond religieux de l'humanité. Et que le catholicisme n'a pu
se développer qu'en prenant appui sur ce fond religieux. Il dit la première évangile, c'est celle des forêts, des bois, des sources. Et il faut que nous en tenions compte parce que historiquement, c'est comme ça que ça s'est passé. Et de toute façon, nous sommes la religion de l'incarnation. C'est en cela que nous avons rencontré le peuple. Nous sommes une religion qui privilégie dans ses rituels les instincts sensoriels, le son, la musique. Nous sommes la religion du touchant, nous sommes la religion de la chair, nous sommes la religion du pain, du vin. Le calendrier liturgique est totalement calqué sur le calendrier des travaux agricoles. Voilà, le temps sanctoral, c'est ça. Chaque saint est affecté dans la tradition selon les régions d'une propriété particulière, mais liée à la protection des moissons, des bêtes, ou que sais-je encore. Donc, cela forme un tout. Et c'est une religion vivante, c'est une religion festive. Je raconte parce que c'est aujourd'hui absolument incompréhensible ce que pouvait être un pardon breton dans les années 50 ou 60. Moi, j'ai assisté à des pardons bretons. C'était un mélange à la fois de fêtes religieuses et d'explosions dionysiaques, quoi. Et les deux faisaient parfaitement bon ménage. Jamais les curés n'auraient été se plaindre d'un sous-l'eau qui arrivait avec sa bouteille. Bon, on disait d'être un petit peu tranquille, mais la fête païenne et la fête chrétienne se mélangeaient. Et évidemment, c'était une fabrique de liens sociaux considérable, puisque toute la société était englobée. La grande erreur, d'ailleurs, de l'Église, c'est d'avoir surestimé, non pas le pouvoir de l'idéologie dominante qui était le marxiste, mais la réalité de sa pénétration dans les couches populaires. Le dominicain Serge Bonnet explique bien que dans le bassin lorrain, les types qui votaient communistes, ce n'était pas un marxisme intellectuel. C'était ceux qui étaient les plus attachés au rite de passage. Il fallait que l'enfant soit baptisé, qu'il fasse sa communion solennelle, et tout comme avant, monsieur le curé, hein. Pas d'innovation. Et évidemment, on passait par l'église pour se faire enterrer. Je suis allé trouver les chiffres dans une étude tous les prêtres étaient sociologues dans les années 60, les sciences humaines, de toute façon, ils avaient bien compris. Le sociologue ne raisonne que sur le quantum, c'est l'avènement du règne de la quantité prédit par Guénon, et ils sont parfaitement à l'aise là-dedans. Mais ils donnent des chiffres extraordinaires. Dans les communes les plus rouges, dans les années 60 de la banlieue parisienne, qui votent à 80% pour le Parti communiste, Aubervilliers, Gennevilliers, Stein, Saint-Denis, etc., 75% d'enterrement à l'église, 75%. Le camarade Edgar Morin, qui va avec son équipe de sociologues dans les années 60 à Pleuzevet, commune du Finistère, rouge, il relève quoi? Pas un enfant, commune qui vote pour le Parti communiste dans le Finistère, pas un enfant qui n'est pas baptisé, pas un mariage civil, pas un enterrement non religieux jusqu'en 1969. Voilà. Bon. La réalité du petit peuple communiste, évidemment, était restée totalement étanche à ce que pouvait être le matérialisme historique des penseurs marxistes. Et l'Église a surestimé ça, ce phénomène. Voilà. Et donc, c'est ça quand même le paradoxe inouï que fustige Suffert par un mot terrible qui disent finalement ils se sont couchés devant ce nouveau pouvoir comme un chien devant son maître. C'est qu'au moment où les organisations séculières vont emprunter à l'Église la recette de ces vieilles socialités, pas de messe sans kermesse, qu'est-ce que la fête de l'humanité sinon une messe avec kermesse, hein? Voilà. Son aptitude à créer du lien, c'est à ce moment-là, alors qu'elle avait pris sur ce terrain un millénaire d'avance, qu'elle va se délester de toutes ses œuvres, des patros, des scouts, des âmes vaillants, des cœurs vaillants, des lazarets, des écoles, des hôpitaux, les bonnes sœurs des hôpitaux, il n'y avait que ça. C'est à ce moment-là qu'elle bazarde tout, à partir des années 67-70. Voilà. Donc, et tout ce qui était les murs pour... Mais c'est un suicide en bonne et due forme. Hein. Comment? C'est un suicide en bonne et due forme de l'Église. En bonne et due forme. Et donc, revenons à votre question. Oui, c'est vrai. C'est le vieux débat, finalement, entre protestantisme et catholicisme. C'est le vieux débat entre foi et religion. Formé dans les années 65 dans les séminaires, ce clergé a épousé une conception de la foi totalement intellectualisée. Le sacré ne comptait pas, c'était la sainteté, la conversion personnelle. Cette conversion personnelle est si rayonnante qu'on en voit les résultats un demi-siècle plus tard. Je dis toujours que les chrétiens progressistes ne se reproduisent pas, heureusement. Ils n'ont pas été semences de chrétiens, ils ont été semences de vide. Voilà, bon. Mais ils sont là, ils n'ont rien compris, ils continuent de donner le là, notamment dans l'épiscopat français. Et pourtant, ils ne sont pas reproduits. Bon, foi intellectualisée, donc plus de sacré, désacramentalisation, déritualisation, alors que dans le génotype humain,
Ce qui compte pour le rituel, c'est le geste avant la parole. D'ailleurs, le fait de toucher la statue du saint, etc., ils ne comprennent pas. C'était tout à fait en dehors de leur champ de vision. Et ils trouvent que tout ça sont des manifestations de superstition. Ils n'ont pas lu Joseph de Maistre. Ils ne savent pas que la superstition est l'ouvrage avancé de la vraie foi, quoi. Il ne faut pas y venir directement au pied de la vérité, il faut prendre des chemins de traverse. Et ils sont incapables de comprendre ça. Et donc, ils vont s'acharner avec... dans un réflexe de classe. Alors, si vous ne voulez pas qu'on les appelle des petits bourgeois, appelez-les comme on veut. Je préférais qu'on ne parle pas de petits bourgeois. Pourquoi? Parce que ça dépasse le cadre de la petite bourgeoisie. Il faut s'appuyer, à mon sens, hein, lisant La fin d'un monde, je me disais, mais mon Dieu, la révolte des élites de Christopher Lasch, écrite 30 ans après, outre-Atlantique, hein, s'applique aux années 50-60 en France et en Europe tout particulièrement. On a une élite cléricale, hein, on a une élite mandarinale, hein, pas petite bourgeoise, grande bourgeoise, hein, qui est passée par l'université et qui liquide la part maudite. La part maudite, c'est le peuple, hein, oui, c'est l'ouvrier, oui, c'est le reliquat de l'ancien temps, conservateur, superstitieux, D'accord, mais je suis entièrement d'accord, sauf que ce qui change, fondamentalement durant ces 15 ans, c'est que cette grande bourgeoisie élitaire et élitiste dispose maintenant d'auxiliaires qui sont présentés par ces couches moyennes, instruites, qui vont passer le bac et qui prennent le pouvoir partout, et notamment dans l'Église. Il n'y a qu'à voir les travaux de sociologie faits d'ailleurs par des sociologues des religions qui nous montrent qu'il n'y a pas un ouvrier dans les organisations de gauche, quoi. La CF du catholicisme, il n'y a pas un ouvrier. Ce sont des instituts, ce sont des profs. C'est l'avènement de cette masse qui va permettre à la bourgeoisie qui tient encore les commandes, effectivement, d'être appuyée, mais y compris d'ailleurs politiquement, puisque l'histoire de la progression de l'avènement du PS, c'est celle-là, c'est celle du gonflement de la classe moyenne instruite qui va prendre le pouvoir politiquement en 1981. Mais s'il n'avait pas eu ces piétons, ces hoplites, ces fantassins partout, et notamment dans l'Église, il n'y serait pas arrivé avec la facilité avec laquelle ils sont finalement arrivés à leur objectif. Il y a eu cette masse de manœuvre, il y a eu cette armée, et elle est présente. On voit qu'elle prend le pouvoir partout. C'est la vie catholique, qui n'est plus catholique pour longtemps, c'est Télérama, c'est toute cette production de classe moyenne instruite qui va dans l'Église par un réflexe de classe, parce qu'ils sont souvent issus des origines, des milieux populaires, détruire comme quelque chose qu'il faut éliminer, cette culture populaire. Au fond, c'est toute la... dans votre livre, alors il n'apparaît pas dans le livre, mais le lecteur le fait, ce va-et-vient, puisque vous faites un focus sur 15 ans, le basculement sur 15 ans. Mais ce basculement, il a une antériorité. C'est les 15 ans de l'accélération. Voilà, ce que vous me dites sur cette classe petite bourgeoise mandarinale, hein, ça me fait penser, moi, aux travaux d'Augustin Cochin sur la Révolution française. Hein. On a un tiers-état intellectuel hein, qui va porter la révolution dans les sous-préfectures, dans les préfectures. Hein. Très bien. Donc et puis elle va devenir conservatrice. Sous l'Empire, et puis surtout Napoléon va lui promettre de consolider les biens nationaux qu'elle a achetés. Et le sens de cette petite bourgeoisie, aujourd'hui, c'est l'histoire des néocons. Ils veulent conserver le processus qui leur a permis de prendre le pouvoir, mais ils trouvent que c'est allé beaucoup trop loin, et ils revisitent la période de leur jeunesse, c'est pas la peine de citer des noms, enfin, Schiff, Finkielkraut, Bruckner, etc. Voilà. C'est toute leur histoire. Ils veulent conserver les marches qui les ont amenés au pouvoir. Ils se sont consolidés en bourgeoisie conservatrice, si vous voulez. Mais c'est l'histoire de toutes les bourgeoisies. Elle est d'abord révolutionnaire, et une fois qu'elle est prise le pouvoir, elle devient naturellement conservatrice. Qu'est-ce qui se passe autrement Comment expliquer l'évolution de ces gens-là, François? Vous avez une autre grille de lecture? Non, je constate simplement qu'ils ont eu le pouvoir hier parce qu'ils l'ont pris au père, hein, et ils le conservent aujourd'hui parce qu'ils empêchent leurs enfants. Oui, mais comme ils ont détruit la figure du père et qu'il n'y a plus de principe d'autorité, ça ne peut pas tenir, il n'y a plus rien sur lequel s'appuyer, quoi. Et leur remise en cause n'est que partielle. Et j'ajouterais partielle. Alors, avant d'aborder cette question des néocons qui est centrale, je pense, à la lumière de votre livre, hein, il y a un dernier chapitre hein, que je souhaiterais que nous abordions, c'est la question de la paysannerie. Vous avez consacré un documentaire au sujet, et vous revenez assez longuement, moins longuement que sur l'Église dans La fin d'un monde, hein, mais aussi il y a un prérequis à l'avènement de ce monde nouveau, c'est la disparition de la ruralité, c'est la disparition d'une société multimillénaire, hein, qui est le fondement de la société européenne, de la civilisation européenne, hein, c'est l'homme paysan.
c'est ce paysan qu'on liquide. Le paganus, oui. Le paganus. Le Oui. paganus, l'étymologie est très parlante. Hein. Oui, C'est que oui, le paganus, oui, hein, on- c'est on- le païen qui on- devient mais paysan vous savez et que qui devient chrétien. les Gaulois ont été les plus durs à évangéliser. Hein. L'Église a eu beaucoup de difficultés. Mais déjà, de toute façon, chaque concile dans l'histoire est suivi par une hérésie. Et c'est toujours la même. C'est la volonté de revenir à l'Église primitive, en oubliant ce qu'était l'Église primitive, la pratique, les pratiques de l'Église primitive, de certaines parties de l'Église primitive. Mais c'est surtout la volonté d'une foi intellectualisée. Arius tient exactement le discours des progressistes. Cette histoire de Dieu en trois personnes, c'est inintelligible pour la raison raisonnante. C'est inaccessible à nos contemporains. Tous les évêques sont presque ralliés à Arius. Et puis, hop, fin du IVe siècle, concile de Nicée qui dit non, c'est comme ça, on vous emmerde, c'est un Dieu en trois personnes. Et ça valide tout à fait la phrase de Chesterton, l'Église n'a été forte et n'a duré que par son intransigeance. Ils disent non à cette religion-là. Cette dimension du mystère, ils veulent la conserver, alors que tout le monde et tous les milieux intellectuels autour d'Arius disent « bah oui, il faut quand même, le Christ est une personne humaine, il n'a pas une nature divine. Racontons ça, ça sera plus facile à gober, en gros, voilà. » C'est le discours. Ben non, non, l'Église refuse ça. Elle est passée toujours pratiquement devant le même dilemme. Et cette fois-là, elle a cédé, alors qu'elle n'avait jamais fait dans l'histoire. Elle ne l'avait fait jamais dans l'histoire. Alors, sur l'effondrement du monde rural, c'est important ce que vous dites, parce que vous dites que c'était commencé avant. Certes, mais avec une législation toute différente. Là encore, celui qui va liquider le monde rural, c'est le général de Gaulle, c'est le plan Rueff-Debré. Après, magistralement mis en musique par son ministre Edgar Pisani. Toutes les mesures qui vont hâter justement l'éviction de cette petite paysannerie en le permettant de prendre sa retraite bien avant les délais légaux et avec effectivement des primes pour aboutir à une agriculture industrialisée, concentrée, de grande exploitation, c'est 59, c'est le plan Debré-Rueff qui va accélérer le processus de liquidation de la paysannerie avec ce préambule, ce lever de rideau extraordinaire qui est encore une fois l'Église. Et là, cette fois-ci, ce n'est pas les jeunes vicaires des années 60, ce sont les évêques des années 50 qui vont avec les jeunesses agricoles catholiques, la JAC, voilà, qui va être la pépinière de tous les leaders syndicalistes paysans, dont Michel de Baptiste, qui sera une des grandes figures, mais aussi Lambert, qui va créer le premier syndicat du paysan rouge, mais aussi Gouvernec, le breton, qui va prendre, lui, la direction d'une exploitation agricole capitaliste, si vous voulez. Tout ce qui va se faire en Bretagne, c'est Gouvernec en sera à l'origine. Concentration, intervention de l'industrie alimentaire, accord avec l'industrie alimentaire, agriculture extensive, etc. Bon, tout sort de là, la JAC, la motorisation. Quelle est l'idée au départ? La motorisation, la modernisation de l'agriculture doit nous servir à freiner la sortie du religieux. Car ils ont bien conscience, ils ne sont pas entièrement sots, que la disparition du monde rural agricole risque de compromettre les évêques des années 50, hein, je ne parle pas de ceux des années 60, l'hégémonie culturelle du christianisme. Bon. Comment faire pour contrôler, ralentir la sortie du religieux? Ils pensent que la modernisation de l'agriculture et donc la revalorisation de l'image du paysan, qui déjà avant-guerre est le plouc, le pecno, le petzouille, le glaiseux, hein, voilà, aux yeux des citadins, cette revalorisation en modernisant l'agriculture va permettre de donner, y compris au catholicisme qui est le biotope culturel de ce monde-là, un autre visage, quoi. Donc, allez, la Jacques, on y va. On va faire de nos frères des chrétiens et on va leur montrer qu'on est à la pointe du progrès. Seulement, il y a une logique de la modernisation et de la motorisation, c'est qu'elle fabrique une humanité différente, qu'elle change le rapport au travail, qu'elle change le rapport à la terre, qu'elle change le rapport au temps, et que le paysan tel que nous l'avons connu à travers le paganus va disparaître, parce qu'il introduit tout simplement une notion qui lui était totalement inconnue dans une économie de subsistance, la notion de rentabilité. Ah, ça coûte cher d'avoir acheté un tracteur. Jusqu'à présent, la culture paysanne, c'était quoi? Je ne dois rien à personne. On ne connaissait pas l'argent. Hein. On allait de temps en temps à la ville acheter quelque chose qu'on ne pouvait pas fabriquer en économie autarcique, mais on ne connaissait pas l'argent. Et à partir de 47-48, le Crédit Agricole, la pieuvre verte s'étend partout et explique aux paysans et aux jeunes paysans qui vont être les leviers avec les femmes de la paysannerie. Hein, je reprends cette idée, agents de la mobilité, agents de la modernité.
On va leur expliquer que l'endettement c'est formidable parce que ça va permettre d'avoir une rentabilité 10 fois supérieure. Ben oui, précisément. Il introduit la notion de calcul de rentabilité capitaliste dans un mode de vie où elle n'existait pas. Et là, c'est une révolution à la fois économique et anthropologique majeure, parce que le rapport du paysan à la terre va s'en trouver changé. Résultat, toute la paysannerie va, avec une certaine résistance, ça ne se fait pas comme ça. Pensez que il a suffi, la télévision a été un de ces outils, mais c'est tout un programme d'ingénierie sociale qui a été développé. Et développé par les élites, là, en l'occurrence, c'est les évêques, c'est les têtes pensantes du catholicisme. Hein. Il y a toute une ingénierie sociale qui est développée avec des moyens considérables. Ils arrivent à leurs résultats, mais il n'y a plus le bon Dieu à l'arrivée. Il n'y a plus que la machine, quoi. Hein, voilà. Et puis il n'y a plus le saint intercesseur, on n'en a pas besoin. On va prier Saint Rohan, maintenant qu'on a la moissonneuse batteuse, la moissonneuse lieuse, et les insecticides. Hein, ce monde polyphosphaté. La fin des paysans, c'est aussi la fin des paysages, la destruction des paysages. C'est la folle politique de remembrement qui va ôter son âme à la Bretagne. Notre ami, le directeur d'Elmont, apprécierait ça, mais Glenmore fait des chansons sublimes sur ce thème-là, sur le thème du saccage des paysages, où on vole l'âme des peuples en leur confisquant, en détruisant leurs paysages. Et tout ça se produit dans les années 55-65, si vous voulez, avec la bénédiction des syndicats chrétiens de la paysannerie, pensant que c'est, au fond, vous savez, les révolutionnaires qui tiraient sur les horloges publiques, la faculté d'arrêter le temps. Voilà. Patrick Buisson, vous allez très loin dans votre livre sur cette question du pagano-christianisme. Alors certes, vous appuyez sur deux autorités, Père Serge Bonnet, qui a mené un travail d'anthropologie, d'ethnographie religieuse sur le terrain, et qui a développé la notion de catholicisme festif, hein, mais également le cardinal Danielou, qui était une autorité aussi, son frère dans un autre registre, un autre domaine également. Il n'empêche, j'ai rarement lu, en dehors de quelques auteurs type Vincenot par exemple, hein, un tel éloge à la fois du paganisme et du christianisme. Hein. Ça c'est ma première interrogation. Et ma seconde, hein, c'est est-ce que vous vous sentez plus chrétien ou plus catholique, hein? J'ai envie de répondre à aucune de ces deux questions pour toutes sortes de raisons. Parce que vous allez vous fâcher avec... Non, c'est pas de me fâcher. Parce que on passe de ce qui est une étude qui évidemment est empreinte de la subjectivité liée à mon milieu, à ma culture, à mes conditionnements, à tout ce que vous voulez, à tous les déterminismes qui m'accablent, soit, d'accord, à quelque chose qui est beaucoup plus personnel, si vous voulez. Je dis simplement, je raconte, vous dites que c'est un éloge, effectivement, cette religion que j'ai vécue et que j'ai suffisamment intériorisée pour qu'elle reste la mienne. Moi, je voudrais mettre l'accent sur un des points, d'ailleurs, que vous soulevez et qui me paraît, là, un débat et un point de débat majeur. C'est de contester, de remettre en cause, ce que je fais en avançant d'ailleurs une thèse que j'ai faite mienne, mais qui n'est pas la mienne, la notion de déchristianisation. Je crois que ce qui s'est produit à ce moment-là n'est pas simplement un mouvement de déchristianisation, mais pour reprendre la terminologie de François-André Isambert, sociologue des religions, une ex-christianisation. Alors, le débat idéologique, on voit bien les contours de celui-ci quand on mesure les enjeux. Parler de déchristianisation, c'est présenter le reflux du christianisme comme le produit de développement historique. La révolution consumériste, les changements en matière de mœurs, l'exode rural, tous ces facteurs exogènes qui finalement réduisent la responsabilité de l'Église et du Concile à néant. Nous étions face à une sorte de fatum, ça nous est abattu dessus, ça nous est tombé dessus, pardon, et nous avons subi. Bien, la réalité me paraît évidemment notoirement différente. Il s'agissait pour eux de sanctuariser les avancées dogmatiques, j'allais dire, du Concile, en tout cas l'esprit du Concile, les avancées dogmatiques sur la constitution dignitatis humanae, c'est-à-dire celle de la liberté religieuse. Ah oui, elles sont pas minces, on regarde l'histoire de l'Église, mais les théologiens vous expliquent toujours que c'est en développement et qu'on reprend en développant ce qui a été affirmé antérieurement. Là, le hiatus et la rupture étaient quand même trop importantes pour que ce point de vue puisse prévaloir. Bon, donc il s'agissait de sanctuariser tout cela et donc d'empêcher toute relation entre l'effondrement de la pratique
qui est massif, et ça c'est tout le travail qu'a fait Cuchet en reprenant les études du chanoine Boulard, le grand, avec le bras, les deux grands experts de la sociologie religieuse entre 1930 et 1970. Hein. Tout est là, tout est dit. C'est la génération du baby-boom qui déserte, mais qui déserte massivement, ce qui est l'accumulation d'un double effet. L'effet de rupture traditionnelle après la communion solennelle, rares étaient ceux qui allaient à la persévérance, au catéchisme, mais là, en plus, il y a un effet générationnel qui fait que cette génération de 68 amplifie cette désaffection à l'égard de l'Église. Bon. Donc, alors que l'Église avait conservé ses troupes, notamment dans la jeunesse, au cours des années 50, avec des mouvements scouts ou chœurs vaillants extrêmement puissants, beaucoup plus puissants que les organisations laïques. Donc le débat, c'était ça, c'était mettre en avant les facteurs exogènes pour s'exonérer de toute responsabilité dans un mouvement de destruction d'une culture populaire. C'est ça, le cœur de mon livre est là, quoi. Et ils y ont prêté main forte et ils ne veulent pas reconnaître, effectivement, que sont l'expression d'Isambert, ils ont été excrétianisés, ces masses populaires, comme ils auraient été excommuniés, c'est-à-dire poussés à l'extérieur. Poussés à l'extérieur parce qu'on leur a fait comprendre que leur culture rituelle n'avait plus sa place dans les églises, en supprimant tout ce qui était effectivement, tout ce que je raconte sur les processions, celle de la fête de Dieu, celle de la communion solennelle, celle des rogations, qui étaient autant de manifestations de la souveraineté églisière, la souveraineté spatiale dans l'espace public de l'église, hein, ces processions. Elles irriguaient toute la commune, tout le bourg, tout le monde y participait. L'Église manifestait, vous dites le théâtre divin, bah oui, c'était ça la représentation de sa puissance sociale à l'occasion de ces processions, auxquelles pratiquement personne n'échappait, sauf quelques libres penseurs qui en même temps étaient débauchés et alcooliques, donc le problème était réglé. Voilà, ne faisait pas débat. Donc cette notion-là, à mon avis, elle est centrale parce que évidemment que c'est le terrain sur lequel ils sont le plus mal à l'aise. Patrick Buisson, vous ne répondez pas à ma question sur christianisme, catholicisme. J'insiste sur cette question. Pourquoi? Parce qu'on est au cœur de notre sujet. C'est que les pères conciliaires, les mandarins, les clercs de l'Église considéraient que ça n'était pas de la foi, ça n'était pas du christianisme. Donc on revient aux Écritures seules. Hein. On se protestantise. Je suis tout à fait d'accord, mais si vous voulez me faire dire effectivement que dans le débat entre foi, religion, religion, entre conversion personnelle, sacralité et rituel, eh bien d'abord, je considère pour que la quasi-totalité de l'humanité ne peut pas venir à la foi par les moyens intellectuels qui sont ceux prônés par M. Jean-Pierre Denis, l'ancien directeur de la vie catholique, répond à mon livre en disant ce qui n'est pas important. Ce qui n'est pas important, c'est le sacré. Ce qui est important, c'est la sainteté. La preuve, d'ailleurs, Jésus n'aimait pas le sacré, puisqu'il a été condamné pour blasphème. Alors, moi, j'ai lu dans l'évangéliste Jean que le même Jésus devait avoir des intermittences dans sa sainteté, puisqu'il a pris un fouet pour chasser les marchands du temple, en les accablant de mots ni aimants ni aimables, que même son Père miséricordieux n'a peut-être pas pardonné, vous voyez. Donc, concevoir un Dieu, un sacré, sans avoir l'excuse d'être protestant et allemand, il faut être Jean-Pierre Denis pour le faire, vous comprenez. Voilà. Et donc, dans ce débat, bien entendu, vous me posez une question à laquelle vous avez la réponse. C'est le rite qui mène à la foi. Voilà. C'est que pour 90% des gens, ils n'ont pas les ressources spirituelles, ça s'appelle la grâce intellectuelle. Alors les protestants l'ont, tant mieux. Ils sont prédestinés, tant mieux pour eux. Ça a permis de pratiquer l'esclavage, d'exploiter l'humanité en toute bonne conscience, ce qui n'est pas le cas des pays latins, où on voit à travers l'humble la figure du Christ. Oui, voilà, c'est une différence civilisationnelle fondamentale. Voilà. Ce qui nous sépare des néocontes, ce qui nous sépare des pays anglo-saxons, ce sont ces différences culturelles-là. Et c'est vrai que ce qui a fait la force historiquement du catholicisme, Pascal le dit, le Jésus-Christ, c'est de donner à manger à tous les râteliers. C'est-à-dire aux plus grands savants, aux plus grands esprits, à Bossuet et à la derrière des paysannes avec ses manoueuses qui va égrener son rosaire et son chapelet. Les voies pour y arriver ne sont pas les mêmes. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ceux qui prônaient l'évangélisation des pauvres depuis Pie XI, l'Église a raté l'évangélisation de la classe ouvrière. Connerie, bêtise, sottise, c'est pas vrai. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Elle restait profondément chrétienne, même avec la carte du Parti communiste, même avec vous connaissez le mot de Chesterton sur les idées chrétiennes devenues folles, même chez les socialistes. Bien sûr que tout cela avait cours. Eh bien, ces gens qui prétendent évangéliser les pauvres vont éradiquer, refuser au prolétariat les moyens pauvres de la foi.
les moyens pauvres du rituel, c'est effectivement le rosaire, c'est les processions, c'est la musique, c'est tout ce qui fait appel au sens, c'est le touchant, etc. Les moyens pauvres leur sont refusés. Et il n'y a pas... si le prolétariat des années 60, c'est pas de manquer de pain, mais de se voir privé de sa culture, de ses racines, de ses mœurs, de ses coutumes, alors oui, le crime contre le prolétariat a été commis par cette église-là et par ce clergé-là. Crime contre le prolétariat en l'empêchant d'accéder à la foi par les moyens qui lui étaient propres, les moyens pauvres du rite. Voilà. Tout le monde n'est pas un parvenu du savoir, de la foi, et ne reçoit pas ça par prédestination, par la grâce divine, comme le font les protestants. Bien sûr que c'est le débat de fond. Et que le catholicisme, ça a été sa force et son génie, a su faire cette part-là en christianisant, en baptisant le paganisme, et en sachant qu'elle était finalement les cheminements de la voie humaine, de la foi humaine. Elle emprunte pour la plupart des gens des chemins tortueux qui font la part à tous ces rituels, à ces vieilles superstitions. Mais voilà, on n'est pas juge des moyens. On est juge, quand on est l'Église, du salut, de la rédemption des individus, et non pas des moyens par lesquels ils y parviennent. Voilà. Et c'est vraiment le débat le débat de fond. Et je retrouve dans les propos de Jean-Pierre Denis ou l'article de la Croix exactement toujours le même procès, de ceux qui nous parlent de la conversion individuelle. Je vous le disais tout à l'heure, elle a été tellement brillante qu'ils ont vidé les églises. Leur modèle, leur exemplarité a été telle qu'ils n'ont fait aucun disciple. Formidable. Et ils sont sur un schéma sectaire, puisque le propre de la foi est de ne pas pouvoir se transmettre. La foi ne se transmet pas. Le parent ont la foi, les enfants n'ont pas forcément la foi. Ce qui se transmet, c'est le rite. C'est le rite, c'est un climat. C'est une orthopraxie. Oui, c'est un univers. Ce sont des références. C'est ça. Oui, et renonçant à ça. L'orthopraxie est plus importante de ce point de vue-là que l'orthodoxie. J'intitule d'ailleurs un inter de mon livre sur ça. Oui. Vous parlez de protestantisation du catholicisme. Moi, j'irais à titre personnel bien au-delà. Moi, il me semble que l'Église, depuis 50 ans, depuis un demi-siècle, c'est salafisé. C'est le même schéma mental que le salafisme. Le salafisme, ce sont les pieux ancêtres. C'est revenir à ce qui était la foi de Mahomet à l'époque de Médine, de revenir à un âge d'or. Aujourd'hui, c'est revenir au cœur du christianisme primitif, c'est-à-dire la foi seule, la conversion seule, et non pas le Christ dans l'histoire. Le Christ dans l'histoire, c'est l'Église. Oui. C'est raison pour laquelle moi je pense que votre livre, autant s'il réjouit les historiens, entre autres les historiens de la Nouvelle Droite, mais il doit faire sursauter les théologiens. Parce que vous vous éloignez. Non, parce que ce retour à l'Église primitive, c'est aussi la base de toutes les hérésies. Vous savez, quand on écrit la Constitution civile du clergé en 92, le premier article fait référence à l'Église des purs, à l'Église primitive. C'est toujours la base de contester l'institué au nom de l'instituant. Voilà. C'est le ressort de toutes les hérésies. Voilà. Et cette idée n'a pas pris. Elle n'a pas pris le kérigme, revenir à la foi originelle, à la foi pure, etc. Elle a été portée par une minorité, mais elle n'a pas pénétré la masse chrétienne. Et à chaque fois, c'est toujours la même démarche. On remet en cause l'institué, l'Église au nom de l'instituant, c'est-à-dire un Christ qui, dans la parole, dépasse tout cela. Écoutez, relisons les évangiles. Alors, je sais bien qu'il y a certains relents démocratiques qui peuvent déplaire à François Bousquet, mais il y a aussi une conception aristocratique, mais notamment du jugement dernier, beaucoup d'appelés et peu d'élus. C'est pas comme dans la démocratie. Ça nous est dit de façon extrêmement claire. Très bien, oui, excellent. Dites, le livre La fin d'un monde a suscité quelques polémiques que vous avez en partie provoquées, si je puis dire. Vous avez juré vraiment de me déplaire aujourd'hui, cher François. Non, c'est une question puisque ça. Mais non, ça a mais été repris sur je comprends bien les critiques que vous m'adressez qui sont en partie justifiées. Je dis simplement que moi, je veux récuser les schémas dominants et pour que la récusation soit entendue, il faut qu'elle s'exprime en termes forts. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit une dimension provocatrice. Sinon, elle ne porte pas. Vous le savez très bien. C'est la loi de la communication. Bon. Mais simplement, ça me conduit dans un sujet qui dépasse le cadre des polémiques. Parce qu'après tout, les polémiques, c'est l'écume. Mais simplement, elle est intéressante. Votre déclaration est intéressante. Alors évidemment, elle prête à confusion, etc. Mais sur l'islam, l'islam nous interroge, puisque l'islam a été salafisé. On voit à quel point le salafisme a une mainmise sur les banlieues françaises, sur l'islam européen, etc. Il n'empêche, perdure dans l'islam du sacré. Et chez nous, le sacré a disparu.
Donc je voudrais vous demander... Alors, voilà. Moi, pour aller au fond de la question, je m'inscris simplement en faux contre analyse du choc des civilisations. La civilisation que certains, par cette terminologie englobante, semblent désigner, serait l'Occident chrétien. Mais il n'existe plus. Pas plus que le pays réel qui se limite à quelques centaines de milliers de personnes. Donc c'est un fantasme. Nous sommes en fait dans un choc de non-civilisation, puisque nous n'avons rien, nous, Occident, anciennement chrétiens, à opposer à l'islam. Et en face, on a affaire à un phénomène complexe qui est un mouvement de réenracinement de la part des immigrés qui cherchent un modèle alternatif au modèle occidental, qui croient le trouver dans l'islam, mais l'islam qu'ils vont découvrir, et vous pointez bien la nature du phénomène, c'est une religion de déracinés, pour les déracinés en fait, puisque cet islam subit tout ou partie le processus d'acculturation, de la mondialisation et de la globalisation. J'ai bien conscience de la complexité du phénomène. Il n'empêche, et vous l'avez dit aussi, que demeure dans l'islam cette part de sacré qui est devenue totalement étrangère à la société occidentale. Il n'y a plus de sacré, il n'y a même plus de sacré de substitution. Regardez le ridicule des incantations sur les valeurs républicaines. Bon, on sait que ça ne renvoie à rien. La République n'a pas pu constituer de sacré de substitution. Elle s'y est essayée, mais son appareil symbolique est dérisoire. Tout commence, vous le savez, le 14 juillet 1790 à la fête de la Fédération, lorsque montant à l'hôtel, l'ancien évêque Talleyrand dit à Lafayette par pitié, ne me faites pas rire. Quoi. Ce rire, c'est celui qui nous prend à la gorge quand on voit une cérémonie du Panthéon. Il n'y a rien. Ouais, y a rien. Bon, il n'y a rien. Donc les valeurs républicaines, c'est quoi ? Donc, ils sont en train de toucher du doigt ce néant. Donc, mais nous avons, je vous interromps, nous avons créé un sacré de substitution, pas républicain. C'est pas à l'homme qui a porté la notion d'identité nationale auprès de Sarkozy qui le niera. Mais il y a le sacré de la patrie. Voilà, on a créé une religion civile de la patrie. Bien sûr, bien sûr. Oui, mais ce sacré de la patrie ne fonctionne pas plus aujourd'hui. Aujourd'hui, non. Il a fonctionné dans les années 50-60. C'est la raison pour laquelle l'assimilation se passait beaucoup mieux, parce que cette France avait une identité forte. Pas oublier quand même qu'il y a 100 000 Nord-Africains, Algériens qui ont pris les armes pour la France. Ceux-là, ils n'ont pas été contraints, ils ont risqué leur peau. Et la moitié d'entre eux ont été exécutés. Hein. Bon, c'était suffisamment attractif et fort, cette identité nationale, ce sacré, cette religion patriotique, civil, hein. pour en attirer 100 000. Aujourd'hui, on serait bien capable d'avoir cela. Indépendamment du fait qu'il y avait une proximité avec les valeurs chrétiennes sur toute l'anthropologie que nous avons évoquée, l'assimilation pouvait se faire. Aujourd'hui, le fondamentalisme républicain est responsable en partie de la radicalisation de l'islam. Vous comprenez ? Ils ont sur nous un regard de mépris. Nous sommes une société décadente, apostate, incapable de la moindre morale, même ne fût-ce que civique. Et ce mépris naît de la fusion de ce complexe d'infériorité, leur impuissance sociale, ils ne sont rien dans la société, et de supériorité civilisationnelle, le regard qu'ils posent sur nous. Qu'est-ce que nous avons à imposer à ça? Ceux qui, avec des mines gourmandes, nous parlent de la guerre civile qui vient, la guerre civile formidable, nos 10 000 soldats opérationnels, dont 20% de musulmans, c'est eux qui vont maintenir l'ordre dans les banlieues. Il faut peut-être réfléchir à ce problème de l'islam en d'autres termes que ceux qui sont aujourd'hui posés, parce qu'ils comportent un risque imminent d'abord d'éloigner le camp national de toute perspective de pouvoir. Voilà. Tant que l'idée que l'élection d'un président ou d'une présidente du camp national risque d'entraîner l'explosion des banlieues, l'électorat conservateur, âgé, plutôt de droite, préférera toujours effectivement la figure évanescente qui ne la protège de rien, de celui qui a trahi le parti de l'ordre par son impuissance à le maintenir, c'est-à-dire son élu Emmanuel Macron, à toute alternative nationale. Donc on n'a pas le droit de jouer avec ça. On n'a pas le droit sans avoir une réponse politique à cela. Alors évidemment qu'il faut se reconstruire ce sacré autour de la nation, autour de l'identité, indépendamment des questions liées au christianisme. Mais le christianisme étant la religion historique, il fait aussi partie de ce sacré identitaire français. Bien sûr que c'est la tâche culturelle, le combat culturel le plus urgent. Mais l'histoire ne procède pas comme ça. Elle risque de nous poser la question politique.
avant même que nous ayons évidemment résolu le problème culturel. Même si les idées que nous représentons progressent dans la société, on sait bien qu'on Pour autant, ces idées-là n'ont pas droit de citer dans les médias centraux. Dans les médias centraux, les deux grands acteurs auxquels on est confronté, c'est d'un côté, non plus l'immigration, ce sera une de mes questions, mais l'islam, hein, et en face, les néoconservateurs dont nous parlons depuis bientôt 1 heure. C'est quoi un néoconservateur? C'est quelqu'un qui pense que, j'ai toujours en tête le livre de Philippe Muret, chef-d'œuvre, après le 11 septembre 2001, Cher djihadiste, c'est une lettre ouverte aux djihadistes, aux salafistes, aux wahhabites, etc. de Philippe Muret. Vous croyez que vous allez gagner la guerre parce que vous êtes plus fort que nous parce que vous avez du sacré, parce que vous avez une colonne vertébrale, théologique que nous n'avons plus, mais vous vous trompez. Nous allons gagner la guerre parce que nous sommes plus pourris que vous. Ce que Philippe Muret regrettait, ça tombe sous le sens. Mais il se trouve que les conservateurs ne le regrettent pas, ça. Eux, ils pensent que Michel Houellebecq et la petite Mia, aux cheveux bleutés, sexuellement indéterminés, va triompher du djihadisme. C'est les deux seuls... Non seulement il va triompher, mais que c'est une cause qui va permettre effectivement de résister à l'islam. Ben oui, mais tout ça est balayé. Tout ça sera balayé. Par le mot de Ben Laden, qui reprend d'ailleurs une phrase de Bernanos, nous aimons plus la mort que vous aimez la vie. Ouais, voilà. ouais. Donc il y a une capacité au martyr, une aptitude au martyr, à l'héroïsme, que nous n'avons pas. Donc ça requiert de recréer ça. Mais c'est très difficile à recréer. Oui, c'est sûr. Mais ça subsiste, je pense, dans une minorité suffisamment importante aujourd'hui pour tenir les places avancées pendant les quelques années de la transition, si j'ose dire. Je pense qu'il y a encore... J'ai d'ailleurs été surpris par un sondage auprès des jeunes qui montre que finalement l'hostilité à un service militaire, l'idée de nation n'aurait plus si étrangère qu'elle ne l'était à la génération de 68. Ouais. Je pense par exemple qu'on créerait aujourd'hui un service bénévole du patrimoine, on aurait des centaines de milliers de candidats. Alors l'armée ne veut pas tout ça parce qu'elle n'a plus les casernes, elle ne veut pas gérer tout ça. Mais un service national du patrimoine, à mon avis, recruterait des centaines de milliers de jeunes sur la base du bénévolat. Et c'est comme la grande différence entre cette génération, la différence de la génération de 68 et les... La table rase a eu lieu, mais alors avec tous les inconvénients que ça représente, la chaîne est interrompue dans la transmission, mais aussi l'avantage, c'est que c'est une patte, j'allais dire, plus malléable. Voilà. Beaucoup moins inhibée, avec beaucoup moins d'interdits. Beaucoup moins inhibée et beaucoup plus plastique, finalement, beaucoup plus plastique. Et moi, je suis frappé par ça dans les études d'opinion. Et donc, c'est la raison pour laquelle il ne faut absolument pas désespérer. Et que les martyrs que les autres sont capables d'avoir, nous pourrons peut-être, je crois, les faire naître si un jour était engagée cette épreuve de force. Mais encore une fois, le but du politique, c'est de l'éviter. Oui. C'est de triompher par les moyens du politique. Voilà. Et de prendre les mesures politiques en mettant en premier plan le problème central qui est celui de l'immigration. Le problème islam vient derrière. Le problème essentiel, c'est l'immigration. Comment réduit-on le poids démographique de l'islam en France? Voilà, c'est un objectif politique simple, qui nécessite des moyens simples, qui sera plébiscité par l'électorat français, n'en doutons pas, au-delà de tout ce qu'on peut même imaginer ou espérer. Mais cette espèce d'hystérie autour de l'idée de guerre civile entretenue par certains me paraît politiquement extrêmement dangereuse, quoi, extrêmement dangereuse. Ouais. Il y a là le vent en poupe aujourd'hui. C'est un gros problème sur cette question islam et immigration, c'est qu'il ne faut pas prendre la partie pour le tout. Aujourd'hui, on prend la partie pour le tout. On prend l'islam pour l'immigration. Or, il faut rappeler que des gens qui attaquent l'islam, de George Bush à Manuel Valls, défendent l'immigration. On ne peut pas à la fois attaquer l'islam et défendre l'immigration. Non, ça n'est pas possible. C'est une contradiction majeure. Hein. Donc il faudra qu'à un moment donné, il la résolve, cette contradiction. Mais votre livre porte sur l'idée centrale qui affleure, ou qui fait plus qu'affleurer, qui ressort presque à chaque page, qui s'exude de votre livre, c'est l'importance du sacré dans les sociétés. Comment le sacré structure les sociétés. Sans sacré, il n'y a pas de société. Comment on fait... Pas de société et encore moins de communauté. Voilà. Moi, je ne voudrais pas avoir une lecture seulement fonctionnelle. N'ayant pas la foi, je ne peux pas avoir, comme je ne crois pas, j'ai tendance à avoir une lecture fonctionnelle de la religion. Mais ça n'est pas... Maurassienne, dirait Maurassienne. Mais étant plutôt lecteur de Durkheim que de Maurras, c'est la fonctionnaliste. Il ne faut pas leur en demander autant. Ils ont des schémas bien établis, c'est l'Église de l'ordre. Voilà. C'est l'Église alliée de la bourgeoisie et des forces de conservation sociale. Voilà. Et donc, comment on fait pour recréer du sacré? Vous évoquiez l'idée d'un service civil, mais j'aimerais vous citer ce mot de Samuel Beckett, que beaucoup de philosophes ont jeté au visage de Heidegger et des Heideggeriens.
Parce que Heidegger disait « seul un Dieu », etc. Et il veut recréer du religieux. Et Samuel Beckett disait la chose suivante. Il est plus facile d'élever un temple, hein, c'est ce que nous essayons de faire, c'est une phrase superbe, que d'y faire descendre un Dieu. Que d'y faire descendre l'objet du culte. Hein. Oui. L'important, c'est l'objet du culte. Hein. Historiquement, le catholicisme avait réussi cela, reconnaissez-le. Non oui, seulement sûr, le temple était réussi, mais ce qu'il y avait autour, c'est la liturgie, a parfaitement fonctionné, continue de fonctionner pour des générations de jeunes chrétiens qui se sont débarrassés de toutes les scories produites par cette époque. Oui, alors, mais bon, moi je conçois très bien qu'il y a un sacré, j'allais dire, civique, un sacré autour de la patrie et de l'identité nationale. Ça, je pense que faire redescendre le Dieu patrie n'est pas la tâche la plus ardue que nous aurons à affronter, parce qu'elle reste même à l'état larvaire, spectral, dans la société française. Alors elle se manifeste de manière grossière ou vulgaire à travers ce nationalisme sportif qui nous agresse et qui est d'ailleurs l'objet aujourd'hui de la mondialisation, c'est vrai ce que vous disiez au sujet de l'équipe de France. Mais il n'empêche que ça subsiste et qu'on voit encore... On l'a vu avec les Gilets jaunes d'ailleurs, extraordinaire. Ce mouvement né en dehors des syndicats a spontanément fait fleurir les drapeaux tricolores, François Bousquet. C'est preuve que c'est quand même pas totalement enseveli. Et des blasons régionaux, parfois. Et des blasons régionaux, partout, tout le temps, oui. Ça a quand même été la grande information du mouvement des Gilets jaunes au début. Il n'y avait personne pour les encadrer, leur dire il faut sortir les tricolores ou les armes de Flandre ou de la Provence. Hein. Ils l'ont fait spontanément. Donc, cette culture populaire, aussi laminée fut-elle, ayant été presque totalement détruite par ce grand mouvement d'acculturation que je décris, elle subsiste encore. Donc, ce Dieu-là peut revenir. Moi, je crois qu'il a une capacité de renaissance, de résurrection, et on le voit d'ailleurs à chaque événement majeur. Regardez ce qui se passe après la guerre de 14-18, quoi. La Chambre bleue horizon, cet accès de folie nationaliste. En fait, Barrès triomphe, mais il triomphe en 19, quoi. Hein, voilà. Oui. Le rossignol du massacre. Hein. Oui, le rossignol du massacre. Malheureusement, oui. Cher Patrick Buisson, ce sera ma dernière question. La fin d'un monde est un diptyque. Hein. C'est un livre de 500 pages, le premier volet, et normalement doit suivre un deuxième volet. Donc on aura une vision du diptyque d'ensemble d'ici 1 an, d'ici 2 ans. Première question. Et deuxième question, quelle va être la matière de ce deuxième tome hein, Alors, je vais répondre scrupuleusement à vos questions dans l'ordre. Le gros travail pour un ouvrage comme ça, c'est le travail, vous le savez, de documentation. Le travail de documentation, il est fait pour les 2 tomes. Le premier, vous l'avez vu, et j'en suis content parce qu'il a fallu remuer beaucoup de choses avec le concours d'un certain nombre de contributeurs qui m'ont aidé dans cette entreprise, mais c'était un travail gigantesque. Et évidemment, j'ai amassé toute la documentation. Donc là, il m'a fallu à peu près 9 mois pour écrire ce 1 100 000 signes. J'espère que je tiendrai ce rythme pour le tome 2. Voilà, je ne m'y suis pas encore mis, mais la documentation est réunie à 95%. Voilà. Le tome 2, eh bien, le tome 2, c'est évidemment la révolution des mœurs, c'est la révolution sexuelle. D'abord, c'est la révolution consumériste, l'apparition d'un marché féminin et d'un marché jeune. Ce sont 2 éléments absolument déterminants, puisque ce sont les armées de réserve de la révolution consumériste qui se déploient dans les années 60. Toute la culture de masse américanisée qui va remplacer la vieille culture française. L'empire de M. Philippaki, sur lequel je m'étends assez largement, parce qu'il a quand même un pédigré cosmopolite extrêmement marqué. Il considère que la culture noire est supérieure à la culture blanche. Dès les années 50, à travers le jazz, il le dit, il le crie. Il le crie et il l'écrit. Hein, voilà. Donc j'ai retrouvé tout ça. Ça existe. Voilà. Et puis derrière, la grande révolution sexuelle, avec la contraception chimique ou mécanique. La France a toujours été malthusienne, elle n'a pas attendu la pilule pour ne pas faire d'enfants. Le coït interrompu, la sodomie, toutes les techniques qui ont permis... la bourgeoisie connaissait tout ça. Alors, la paysannerie aussi, semble-t-il. La paysannerie aussi. Fin 18e. Mais voilà, il n'y avait pas de leçon à recevoir. Il n'y a pas besoin de cours d'éducation sexuelle, ils savaient ça. Bon. Donc c'est évidemment la révolution contraceptive qui est une révolution anthropologique majeure. Hein. Sulro dit les femmes ont dérobé le feu du ciel aux hommes, c'est vrai, elles prennent le pouvoir. Hein. La décision de la paternité, elle incombe aux femmes, elle incombe plus aux hommes. Voilà. Mais ça ne se fait pas sans résistance. Il faut 15 ans pour acclimater la pilule, qui aujourd'hui est en train de descendre en dessous de 40%. Hein. 40% des femmes qui utilisent la pilule, la contraception chimique. Hein.
alors que c'est monté à 70%, mais il a fallu 15 ans. Résistance populaire considérable à la pilule. Donc l'ingénierie sociale a donné tous ses moyens. Et là, je suis allé fouiller toutes les émissions, tout ce qui a pu exister en matière d'éducation sexuelle, et c'est absolument accablant. Parce que, au fond, on retrouve toujours la même idée à travers la contraception et l'avortement. L'idée, c'est la vieille idée bourgeoise malthusienne, mais pas simplement la famille à son égard. Ce qu'explique Arias, c'est la famille d'un enfant où il n'y a pas les problèmes de transmission, les problèmes de division qui se posent, et puis la bourgeoisie investissait sur l'enfant. Voilà. Non, elle était malthusienne à l'égard des classes populaires. C'est la grande thématique du Chevalier, classe laborieuse, classe dangereuse. Ces gens-là font trop de gosses, ça nous coûte cher, leur prolificité est absolument insupportable. Et c'est cette classe bourgeoise, petite bourgeoise ou bourgeoise, qui va imposer, qui va faire du combat de la contraception en dehors des conforts personnels qu'elle peut y trouver. Le 5 à 7 de madame s'en trouve évidemment sécurisé. Bon, en dehors de ce confort-là, c'est vraiment ça qui les habite. Il n'y a pas une émission de télévision à partir de 1959 qui ne présente pas le problème de la contraception. Je dis bien pas une. Hein, ou de l'avortement, sans un préambule qui est toujours le même. Une femme de foyer, 5 enfants, le mari est au chômage, il est alcoolique. Ça ne serait pas raisonnable d'en avoir un 6e quand même. C'est le canevas unique. J'en citerai 20 exemples, mais on pourrait en citer 100. C'est toujours le même projet. Ils font trop l'enfant, ça coûte cher, voilà. Mais le Parti communiste est bien conscient de ça, hein, au départ. Hein. L'épouse de Torres, elle sait très bien qu'il s'agit de brider démographiquement le prolétariat pour l'empêcher de prendre le pouvoir. Et avec un arrière-plan que personne ne connaît, mais que je vais mettre sur la table, parce que ce qui est bien, c'est que les féministes sont délirantes, il faut bien le dire, surtout à cette époque-là. Aujourd'hui, ça ne s'est pas franchement amélioré, mais bon. Mais elles disent, elles cassent le morceau. Elles cassent le morceau. Donc, elles voient bien quand même une partie, sous l'influence des Américaines, que la grande contraception qui est la libération suprême de la sexualité, ben, elles voient bien le bénéfice. Elles voient bien aussi l'inconvénient, c'est-à-dire la marchandisation du corps féminin. Ah oui, et ce n'est pas le même prix selon les corps et l'état des corps et la nature des corps. Et à l'époque, sur le marché, ce ne sont pas les mieux placés, on va dire les choses comme elles sont. Et ils ne trouvaient pas un propos désobligeant à mon égard. Donc, elles ont des réserves à l'égard de la contraception chimique. Parce qu'elles disent, bon, ça va massifier. Alors, bien sûr, la proclamation de la propriété du corps, le contrôle de la corps, mon corps m'appartient, j'en suis le propriétaire, c'est locataire intrusif que ce qu'est le fœtus, ben, nous pouvons l'expulser, puisque c'est mon territoire. Bon, très bien. Mais elle pointe aussi les enjeux. Il faut retrouver la collection de libération de l'époque, parce que ça n'a pas été évidemment colporté. La grande bagarre, alors je ne dis pas que c'est le seul schéma, mais le planning familial naît en 1953. Les femmes protestantes, voilà, ou catholiques communistes, comme Madame la doctoresse Lagroix-Veil-Allais, hein, ou Evelyne Sulrow, le mouvement des jeunes femmes protestantes. Ah, ça vous plairait, là. Elle voit la dimension féminine du christianisme. Hein, voilà. Ce qui les irrite dans la religion, c'est le côté concours de bites, c'est réservé aux hommes, c'est le sacerdoce masculin, etc. Et donc le Christ, c'est quand même la révolte, enfin en tout cas l'émergence de la figure du Fils par rapport au Père. Ouais. Ah ouais, bah, sauf que le Fils, il dit que ta volonté soit faite, hein, quoi, voilà. Et puis c'est le dernier mot, et il obéit à ce que le Père a voulu pour lui, y compris dans la mort et le sacrifice. Alors ça, ils n'en parlent pas trop, mais... Enfin un espace de tendresse et de féminité à travers cette figure du Fils, alors avec cette interprétation particulièrement captieuse qui est la leur. Bon, ce mélange-là va porter le grand projet de planification des naissances sur le modèle américain et des folies théoriques de Singer. Mais avec des enjeux qui vont apparaître très très vite. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'au moment où le grand rêve est sur le point de se réaliser, la doctoresse Lagroix-Veil-Allais va se retirer du planning familial. Je vous raconte ça parce que ce n'est pas anecdotique. Elle va se retirer au moment où la loi Neuwirth est votée. Pourquoi? Parce qu'elle était propriétaire dépositaire de la principale marque de spermicide américain importée en France. Et le docteur Simon, grand maître de la Grande Loge nationale, qui est le conseiller de tous les ministres de la Santé, sauf de Foyer,
Il a conseillé tous les ministres de droite, y compris Poniatowski, Tétinger et évidemment Simone Veil. Ouais, il a des problèmes de conscience parce qu'il est le principal importateur de stérilet en France depuis 15 ans. Voilà. Donc l'histoire de la contraception, je vais la raconter à ma manière, en n'oubliant pas, grâce aux féministes d'ailleurs, parce que j'ai appris tout ça en allant lire leur prose et en dépouillant leurs publications. Ce sont des aspects qui ne sont jamais évoqués. Jamais. C'était un marché colossal. Vous savez, la pilule de Pincus est découverte avec les fonds de la fondation Rockefeller, un enjeu considérable. Et cet aspect-là est évacué, étant entendu que nous, de toute façon, la bourgeoisie avait les moyens, la plupart du temps, de la contraception, et puis la session de rattrapage était facile pour elle, il suffisait d'aller en Suisse ou à Amsterdam. Mais la grande ruse tactique, Gisèle Halimi, le procès de Bobigny, c'est de mettre en avant les catégories populaires, dont ils se foutent pertinemment, puisque leur projet, c'est bien d'arrêter cette prolificité insupportable du prolétariat. Voilà. Alors donc, ça, c'est évidemment ça. Ça occupe quelques chapitres. Puis derrière, toute la révolution sexuelle, parce que la contraception est vraie, elle dissocie la procréation de la sexualité, donc c'est une révolution anthropologique, avec tous les délires qui sont ceux des années 70, qu'on redécouvre aujourd'hui parce que nous sommes dans une vague de puritanisme féminin qui est en train, sur le modèle américain, de s'emballer même. De s'emballer, et pour exciter le désir, on le réprime sévèrement. Enfin, c'est le cycle de l'histoire américaine qu'on connaît par cœur. Et puis, il y a l'invention du corps, qui n'existe pas pratiquement dans l'histoire occidentale, ou très peu, peut-être chez les païens, mais bon, l'invention du corps par la mode et par toute l'industrie du bien-être, ou de la cosmétologie par la presse magazine, l'industrie comme le dit Paul Yonet, du paraître, P-A-R, un tiret E, accent circonflexe T-R-E, qui remplace la religion, finalement, c'est l'âge thérapeutique. Voilà. Donc, évidemment, et puis la dissolution de la famille. Alors, ce que je faisais remarquer tout à l'heure à nos amis dans la discussion hors antenne, c'est que l'Église a beaucoup mieux résisté sur ce terrain-là, celui de la famille et donc de la contraception. C'est l'encyclique de Paul VI sur... Alors que la commission réunie dans la foulée du concile prescrit le baptême de la pilule. L'Église est prête à bénir la pilule. Et Paul VI a cette réaction qui consiste à dire non au dernier moment. L'Église va résister parce qu'elle sait qu'en mettant en cause la famille, qui a été avec la paysannerie le cœur de développement du christianisme, elle touche à l'essentiel. Et aussi parce que la famille est l'espace de gratuité, d'échange, de dévouement, c'est-à-dire le modèle acapitaliste ou antécapitaliste dont elle sent bien qu'il correspond le plus à ce qu'elle veut, et ce qu'elle essaye d'enseigner depuis 20 siècles. Elle va résister sur la question de la famille. Alors cette résistance sera parfois symbolique, elle sera parfois plus forte, mais elle sera balayée à l'issue de l'histoire. Voilà, c'est le deuxième tome, donc le menu aussi est très copieux, mais on retrouve le même fil conducteur, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même histoire, mais racontée de manière un petit peu différente. Merci, impatient de lire ce tome 2, mais dans un an. Merci Patrick Buisson de nous avoir consacré autant de temps. Cette fin du monde qui est la fin de notre monde, notre monde, on l'a perdu, donc il va falloir qu'on en invente ou qu'on le réinvente. Ce qu'il y a de rassurant, en dépit de l'emballement de la culture woke, des phénomènes décoloniaux, indigénistes, de l'hystérisation en ce moment, c'est que leur monde est en train de mourir aussi, qui a chassé le nôtre. Donc il aura vécu moins longtemps. Il aura vécu très brièvement. Et les cartes sont rabattues, et les temps qui viennent sont porteurs de promesses. Donc c'est donc un grand message d'espérance. Merci de l'avoir délivré, cher François. Et merci Patrick Buisson.